Je pense qu'il faut de la sécurité, de la stabilité et de la prospective pour pouvoir sécuriser le contexte de développement de nos entreprises. Bonjour, le 9 juin prochain auront lieu les élections, un triple scrutin fédéral, régional et européen. Au sein des partis politiques, le compte à rebours est enclenché. Pendant 10 semaines, nous vous proposons un nouveau rendez-vous sur Canal Z en collaboration avec la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique. Cela s'intitule « Let's Talk Elections », en français dans le texte, parlons des élections. Alors 10 présidents de partis flamands et francophones vont se relayer dans ce studio pour aborder les défis économiques et sociaux auxquels est confronté notre pays. Aujourd'hui, c'est Maxime Prévost que nous recevons. Bonjour Monsieur Prévost. Bonjour. Alors vous êtes, faut-il le rappeler, le président des engagés et puis vous êtes également le bourgmestre de la jolie ville de Namur. Exactement. Et à vos côtés, Peter Timmermans, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'administrateur délégué de la FEB, Peter Timmermans. Et ensemble, tous les trois, eh bien, nous allons tenter de voir comment accorder les agendas et puis surtout les priorités des futurs gouvernements et des entrepreneurs. Maxime Prévost, 2024 pour vous, ce sera une année cruciale. Je rappelle qu'il y a eu avant ça 5 années de cure d'opposition. Et puis, il y a eu aussi une refonte du parti. On est passé du CDH aux engagés chez vous. Vous avez tiré très rapidement. Début octobre, vous avez annoncé presque toutes vos têtes de liste. Il en manque une seule, qui est encore inconnue. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous, aujourd'hui, à 6 mois des élections ? Un état d'esprit enthousiaste et combatif. Enthousiaste parce que je crois que ça fait partie de ce qui est attendu aussi d'un des leaders politiques dans cette période de trouble où les gens ont beaucoup de raisons d'être tantôt angoissés, tantôt en colère, de pouvoir tracer une voie, donner une vision, rester en tout cas positif et puis combatif parce qu'il faut se retrousser les manches. On a aujourd'hui beaucoup de difficultés, beaucoup d'enjeux pour les citoyens comme pour celles et ceux qui créent, qui entreprennent, qui prennent des initiatives et notre job, le mien en tout cas c'est comme ça que je le conçois, c'est d'être un facilitateur de solutions. Je pense qu'on doit élever le débat, arrêter d'avoir des partis politiques qui se querellent pour un oui, pour un non, qui se regardent un peu trop le nombril en pensant à leur intérêt, au court terme. Je pense que la noblesse de la politique, c'est de penser beaucoup plus aux prochaines générations plutôt qu'à chaque fois systématiquement aux prochaines élections. Et donc ce court-termisme, je pense qu'il a fait son temps et on doit maintenant, et c'est la volonté des engagés, tracer la voie avec une ambition renouvelée pour notre pays. Et on va en parler pourtant des élections. Vous allez voir au cours de cette émission, Peter Timmermans, justement, la FEB a édité un mémorandum qui va être remis à tous les partis politiques en vue des élections et on va découvrir vos positions et vos demandes au cours des émissions. Qu'est-ce que vous attendez, vous, à la FEB, au cours des 6 mois qui s'annoncent ? J'attends qu'on parle de contenu. Et je suis très content d'entendre que, oublions le court-termisme, pensons à plus long terme. Et donc ça, c'est notre message aussi. Notre mémorandum, c'est Horizon 2030. Quels sont les défis d'ici 2030 ? La compétitivité, certainement un problème. La digitalisation, un défi. L'économie circulaire, une opportunité. Et nous voulons mettre en avant les thèmes, les sujets, parce que c'est ça qui préoccupe nos entrepreneurs et c'est ça qui, à mon avis, préoccupe également l'électorat. Alors, lors de chaque émission, nous allons aborder 3 thèmes. Le premier, c'est le président de parti que nous recevons qui le choisit. Et aujourd'hui, le choix de Maxime Prévost, il s'est porté sur la formation. Première question, Maxime Prévost, celle-là, c'est vraiment la plus facile. Pourquoi vous avez choisi ce thème ? Parce que j'ai la conviction que la formation, l'éducation de manière générale, c'est la mère de toutes les politiques. Si on veut demain pouvoir avoir des citoyens qui soient épanouis, si on veut avoir demain des citoyens qui offrent des compétences, qui répondent aussi aux besoins, notamment des entreprises, des métiers qui sont en pénurie, on doit plus que jamais réhabiliter la stratégie qui est celle liée à la politique d'éducation, certes au niveau des communautés, et le pacte d'excellence y contribue, même s'il peut encore être amélioré
améliorée et amplifiée. Mais de manière générale, dans le monde du travail, il y a eu un avant et un après Covid, et donc on doit reprendre la capacité aussi de réhabiliter les enjeux de la formation continue, de la formation en alternance, de la formation vraiment au sein des entreprises pour être en adéquation. On ne peut plus accepter aujourd'hui qu'il y ait, par exemple, à Bruxelles, seulement 46% des moins de 30 ans qui sont à l'emploi, alors que c'est 66% en Flandre. Et donc, à l'échelle du pays, et singulièrement dans les régions francophones, il y a vraiment encore du chemin, et c'est pour ça que je veux en faire une priorité. Et pour parler plus en détail de votre programme politique, eh bien on va accueillir celui qui portera votre liste régionale à Liège. Il s'agit d'Olivier de Wassège, ex-patron de l'Union Wallonne des entreprises. Olivier de Wassège, bonjour. Bonjour. Alors, le programme du parti Les Engagés a été complètement rédigé. Selon vous, qu'est-ce qui peut faire la différence aujourd'hui, notamment en matière de formation ? Alors, comme l'a dit Maxime Prévost, je pense que ce qui est important, c'est de repartir des bases du pacte d'excellence. Elles sont bonnes, mais il faut accélérer, amplifier. Aujourd'hui, les entreprises se retrouvent avec un problème d'inadéquation entre l'offre et la demande en termes de compétences, que ce soit en termes de savoir de base, de savoir-être, mais aussi de savoir-faire. Et de nombreuses entreprises nous disent aujourd'hui, nous, finalement, et notamment dans les métiers techniques, il nous faut surtout des têtes bien faites et la volonté de travailler. Et les savoir-faire, on peut les former en interne, on peut y contribuer. Il faut néanmoins aussi travailler profondément sur la réforme des filières techniques et professionnelles qui aujourd'hui sont considérées comme des filières de relégation et pas des filières d'excellence. Avec le paradoxe qu'aujourd'hui, on ne pousse pas les personnes à y aller, sauf celles qui ont raté, et qu'on pousse parfois vers l'enseignement général des personnes qui auraient été plus aptes à aller vers le technique et le professionnel. Et on doit beaucoup plus optimiser. Il y a trop de filières à ce niveau-là, notamment celles qui ne mènent pas vers les métiers en pénurie, qui n'apportent pas une réponse à ce sujet-là. Mais le gros sujet sur lequel nous voulons travailler aussi, c'est l'alternance. L'alternance, c'est la voie royale pour l'emploi. On doit avoir aussi une alternance qui soit vraiment d'excellence, où il y a une collaboration beaucoup plus forte avec les entreprises, où il y a beaucoup plus de synergie. Aujourd'hui, on a une alternance qui est répartie entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. On doit beaucoup plus finaliser des accords de coopération à ce niveau-là et travailler beaucoup plus pour pousser les jeunes vers cette alternance. Merci Olivier de Wassège pour toutes ces informations. Alors les entreprises doivent faire preuve d'agilité pour assimiler les nombreuses révolutions de façon simultanée, la numérisation, la transition énergétique, l'évolution vers une société plus durable et j'en passe. Évidemment, ça nécessite des compétences nouvelles et ce qui rend la formation continue de plus en plus incontournable. Peter Timmermans, avant même de parler de formation continue, on va commencer par le b.a.-ba. Il faut déjà trouver des profils qualifiés. Et ça, dans certains secteurs, c'est mission impossible. Il y a une réelle pénurie. Et pour la FEB, une partie de la solution, elle réside dans la formation qui est dispensée par les écoles et par les universités. Oui, en effet. Donc, l'éducation, c'est vraiment la base de tout. Les jeunes d'aujourd'hui, ce seront les managers de l'année prochaine et du futur. Donc, pour les entreprises, la formation est importante. L'éducation est aussi également très importante. Et donc, une mesure très facile qu'on pourrait prendre, c'est de dire, voilà, les droits d'entrée dans certaines filières du STEM, pourquoi être fixés à 0 ? Ce sera vraiment un boost pour aller étudier dans ce sens-là, parce qu'il faut bien se rendre compte, nous n'avons pas de matière première. La seule chose que nous avons, c'est ce qui se trouve entre... La matière grise. La matière grise, c'est ce qui se trouve entre nos deux oreilles, nos deux yeux. Et donc, voilà, c'est ça qu'il faut vraiment encourager et stimuler. Et le monde des entreprises va faire son partie du travail, certainement. Ils le font déjà. Mais un encouragement, comment dirais-je, vis-à-vis les STEM, ce serait, à mon avis, important. Alors justement, Maxime Prévost, vous avez recruté au sein de vos partis le recteur de l'UC Louvain, plusieurs anciens patrons, donc je pense quand même que cette discussion, moi j'imagine, elle a eu lieu au sein du parti. Bien sûr, on a au sein de notre formation politique des personnalités qui apportent leur notoriété,
leur expérience, surtout leur expertise même, et qui apportent toute la crédibilité au processus de renouveau des engagés. On l'a vu, Olivier de Wassège, ancien patron des patrons, Yvan Verhoekstraat aussi, qui a été manager de l'année, Jean-Jacques Cloquet également, vous l'avez dit, le recteur de l'UCL Vincent Blondel, et j'en passe, il y en a bien d'autres. Mais la volonté, clairement, c'est de pouvoir, à un moment donné, faire cette jonction essentielle entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Je suis un parti humaniste et donc je suis aussi sensible à l'épanouissement personnel de chacun et pas à considérer que un élève, un étudiant est d'abord et avant tout un contributeur marchand au fonctionnement d'une entreprise. Mais il faut aussi faire œuvre de lucidité. À un moment donné, la notion de l'emploi, du travail, du sens de l'effort, ça doit pouvoir être réhabilité. Je pense qu'on doit à un moment donné accepter de créer un différentiel beaucoup plus grand entre l'allocation de chômage et les bas et moyens salaires, et une réforme fiscale d'ampleur doit y contribuer, parce que récemment encore, je discutais avec le responsable des techs. Il recherche plus de 300 chauffeurs de bus. Et il m'expliquait que la boîte de recrutement indiquait que le plus grand problème, parce qu'il ne faut pas nécessairement des qualifications dingues, c'est surtout que les gens prennent le pli de se lever pour être à l'heure, parce qu'effectivement, quand le bus doit démarrer à 5h du matin, c'est pas 5h30 du matin. Et donc, il faut réhabiliter ces savoir-être, comme le disait Olivier de Wassège. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises disent, mais moi, je suis prêt à former la personne qui est motivée, qui est enthousiaste. Et je vous rejoins, M. Timmermans, quand vous dites que les métiers des STEM doivent pouvoir vraiment être privilégiés. Alors la piste que vous suggérez, celle d'un droit d'accès financier qui serait revu à zéro, est certainement une bonne piste. Une autre, et moi je le constate... Est-ce que c'est nécessaire ça, Maxime Prévost et Peter Timmermans? Est-ce qu'en Belgique, quand même, le Minerval ne coûte pas une fortune comme dans d'autres pays? Je veux dire, bien alors sûr, c'est une piste, mais ça ne me paraît pas être la solution miracle, parce que vous avez raison, aujourd'hui on a déjà un accès assez démocratique à l'enseignement supérieur comparativement à bien des pays en Europe. Par contre, un élément clé, et je le constate comme étant papa avec 3 ados à la maison, c'est de réexpliquer quelle est l'utilité d'une série de matières qui sont enseignées, notamment les matières scientifiques. Je vois beaucoup de cas de figure où des ados me disent mais on étudie ça à l'école mais on ne voit pas à quoi ça sert. Eh bien, refaire une pédagogie différente, qui est celle qui permet d'illustrer que l'apprentissage des mathématiques qui sont en cours, c'est ce qui permettra demain à certains ingénieurs de faire des ponts sur lesquels on passe tous les jours en voiture pour aller à l'école. Voilà. Donc la praticabilité en fait de la matière. Et d'où l'importance de ce que M. de Wassège a dit, l'alternance. Bien sûr. Et les entreprises sont vraiment demandeurs de ce système-là. Et depuis des années, on en parle. Mais maintenant, il faut vraiment une fois évoluer et faire passer ce message que pratiquement chaque école doit avoir un lien avec une entreprise ou un groupe d'entreprises dans sa région ou dans sa commune. Parce que il y a une valeur ajoutée, collaborée entre le patronat, les entreprises d'un côté et l'enseignement de l'autre côté. Il faut arrêter de dire que ce sont 2 mondes distincts. Non, on aura besoin à l'avenir de tout le monde, certainement de nos jeunes, pour justement assurer notre richesse, notre beau pays, avec tous ses atouts et avec son système de sécurité sociale et autres. Et donc, l'avenir, c'est vraiment les jeunes et leur formation. Et c'est ça le message que nous voudrons passer vis-à-vis des demandeurs d'emploi. Vous levez à temps, à l'heure, être bien formé et vouloir travailler, c'est vraiment un atout pour notre pays. Et je le dis sans détour. Cette législature a été une occasion manquée côté francophone pour l'alternance. Ce sont 2 gouvernements similaires qui ont été incapables de se parler et qui eux-mêmes ont fait l'aveu que c'était reporté à plus tard. Moi je le dis, comme président des engagés, la question de l'enseignement de l'alternance sera la priorité de l'éducation et de la formation, parce qu'il y a aussi un travail à devoir faire entre Forem et IFAPME, au-delà de la seule question de l'enseignement. Et ça, c'est stratégique pour le bien-être d'ailleurs de nos jeunes étudiants, comme pour répondre aux besoins des entreprises et donc arriver à la création d'emplois et à un niveau
niveau, pas seulement de richesse, mais de bien-être sociétal qui puisse être plus global. On va progresser dans le débat et on va parler de la formation continue. On va se concentrer là-dessus. Peter Timmermans, les entreprises, elles investissent déjà dans ce sens, mais est-ce qu'elles disposent pour autant des outils nécessaires et des aides aussi suffisantes pour stimuler cet apprentissage sur le long terme pour les employés? Il y a encore du travail à faire. C'est la raison pour laquelle ça fait partie de notre mémorandum et c'est une partie très importante de notre mémorandum. Et on a créé le droit à la formation, le droit individuel à la formation. Tout le monde aura le droit de se former pendant 5 jours. Désolé, quand il y a un droit à la formation, il y a une obligation à se former aussi. Et c'est cet équilibre qui n'est pas présent. Comme le droit de vote, en fait. Il y a les droits et les obligations. Vous dites à quelqu'un, voilà, l'année prochaine, vous avez droit à 5 jours de formation. OK, peut-être nécessaire. L'année suivante, de nouveau 5 jours. Ce n'est pas... C'est pas forcément nécessaire pour tout le monde, c'est ça que vous voulez dire. C'est pas du tout la bonne mesure, parce que une politique de formation est basée sur 3 piliers. 1, l'employeur qui doit faire un effort, qui fait des efforts. D'ailleurs, je vous signale que le monde des entreprises fait déjà le double de l'effort que la moyenne de la zone euro. Important à signaler. 2, le travailleur lui-même ou le demandeur d'emploi a aussi une obligation de se former tout au long de la vie. Parce qu'il faut arrêter de dire que je sors de l'école, j'ai mon diplôme universitaire et maintenant pour 40 ans je suis... C'est peut-être plus vraiment le cas aujourd'hui avec toutes les technologies qui évoluent. Oui, et troisièmement, le cadre législatif doit être approprié à la culture de formation. La culture de formation au sein des entreprises aujourd'hui, ce n'est pas de dire voilà, vous avez un droit à 5 jours de formation. Si vous refusez cette formation, ok, ce sera transformé en vacances. Non, c'est ça qu'on doit éviter. Ouais. Donc, un droit à la formation, ça veut dire aussi une obligation de se former. Ben justement, vous, Maxime Prévost, les engagés, là, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez nous dire ce droit à la formation, c'est pas un acquis et tout le monde y a droit? Est-ce que vous acquiescez à ce que Peter Timmermans vient de dire? Ben, si j'ai choisi comme dossier prioritaire la formation, c'est réellement parce que, viscéralement, dans l'ADN des engagés, on y croit. Et 2 mesures concrètes pour l'expliquer. Nous, on est assez favorable à permettre une déductibilité fiscale du coût des formations, pour faire en sorte que ce ne soit pas un frein, parce que certaines personnes parfois, y compris dans un parcours de reconversion professionnelle qu'elles envisagent, seraient tentées de suivre telle ou telle formation, mais selon le profil ou la qualité de celle-ci, il faut reconnaître que ça coûte parfois cher pour des personnes qui ont un salaire moyen. Et donc ça nous fait penser que ça pourrait être un bon levier pour décomplexer à la formation et la garantir de manière plus continue. Premier exemple. Deuxième enjeu. Moi, je discute souvent avec des patrons de PME et des indépendants, des artisans, qui me disent « mais nous, on aimerait bien pouvoir parfois engager une personne ou l'autre supplémentaire, mais ça coûte très cher. Et puis surtout, on est extrêmement embêté quand quelqu'un ne se sent plus à l'aise dans le boulot qu'il exécute, mais ne remet pas sa démission parce qu'il sait que s'il démissionne, il perd ses droits au bénéfice des allocations de chômage. » Alors, qu'est-ce qui se passe dans, hélas, un certain nombre de cas? Je ne généralise pas, mais on ne va pas se mettre la tête dans le sable. La personne se déclare en maladie, éventuellement en burn-out. Certains sont réels et doivent être pris avec grand sérieux, d'autres sont parfois plus circonstanciels. Et puis tout le monde est pénalisé. Le travailleur qui ne peut pas se sentir valorisé de rester finalement en maladie alors qu'il a juste envie d'un rebond professionnel. Le patron de PME... Financer finalement la formation quand on est déjà en cours de carrière et qu'on a envie de changer de job, c'est ça? Notamment, mais ce que je voulais surtout illustrer, c'est que ça pénalise aussi l'indépendant qui se retrouve sans la ressource humaine, mais sans avoir la capacité financière de la remplacer. Tout le monde est perdant. Ce que nous proposons, c'est ce qu'on appelle un droit au rebond. C'est permettre au cours d'une carrière professionnelle, maximum 2 fois, pour pas que certains tirent sur la corde, d'avoir la faculté d'annoncer qu'on veut arrêter un job sans perdre alors le bénéfice des allocations de chômage, à la condition que ce soit pour mettre ce temps à profit pour une formation, y compris une reconversion professionnelle, et donc maximum 5 ans une fois, pour pouvoir, le cas échéant, resuivre un cursus universitaire si c'est nécessaire, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui, entre ce qu'ils ont espéré faire et puis ce qu'ils font, il y a parfois une grande distance, et on vit aujourd'hui avec une génération, les employeurs pourront vous le dire, qui ne demandent pas nécessairement toujours plus d'argent, mais parfois
plus de facilité de travail, de jours de congé, d'aménagement, et donc une recherche de sens qui est plus profonde aussi. Mais donc cet enjeu de la reconversion professionnelle à travers la formation, elle est essentielle pour le travailleur comme pour les employeurs pour que personne ne s'en trouve pénalisé. À l'avenir, évidemment, il y a des fonctions qui vont changer, et vous dites que les gens ont envie de changer de métier, mais aussi quand on est dans son job, il y a des jobs qui vont disparaître, ou en tout cas, si on n'a pas envie d'être pessimiste, qui vont devoir être repensés. Comment est-ce qu'on va faire au niveau du gouvernement pour financer ça, le reskilling, donc c'est-à-dire la reconversion ou l'upskilling, un petit peu l'upgrade, enfin alors ça c'est encore utiliser un autre mot anglais pour expliquer, c'est acquérir des compétences supplémentaires. Comment est-ce que le gouvernement doit faire, si vous y êtes, pour financer tout ça? Il faut pouvoir faire des réorientations de priorités budgétaires. À un moment donné, on est conscient que la situation budgétaire est telle qu'on ne va plus pouvoir faire des dépenses folles et tout azimut, et donc il faudra faire des choix courageux. Et ce qui a manqué durant cette législature, c'est du courage. Chacun y est allé de sa petite mesure. Souvent, lors des conclaves budgétaires, on essaye d'empêcher l'autre d'obtenir quelque chose et on s'en réjouit, plutôt que de se féliciter d'être parvenu à concorder sur quelques mesures clés et essentielles. On doit arrêter du côté politique de croire qu'il faut à chaque fois un bouquet de fleurs avec 25 mesures pour être efficace. Moi, j'ai travaillé dans le privé avant, dans une boîte américaine de consulting, dont je tairai le nom alors, puisque j'imagine que je ne peux pas en faire la promo, mais j'ai gardé cet esprit du secteur privé et je pense qu'il est bon qu'il soit de temps à autre distillé aussi dans les choix qui sont faits par les opérateurs publics pour être efficaces et efficients. Et aujourd'hui, nous avons des politiques publiques qui sont ni efficaces ni efficientes. Peter Timmermans, votre avis, brièvement, on va avancer, mais qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous venez d'entendre? Je pense qu'il y a de bonnes idées que nous avons également creusées dans notre réflexion. Est-ce que vous avez une proposition concrète? Oui, en fait, mais donc, justement, dans le cadre de upskilling, reskilling, etc., extrêmement important, pourquoi pas prévoir une certaine... ce que nous appelons un booster à la formation, que le coût lié à cette formation tout à fait spécifique soit déductible à 150% au niveau de la fiscalité, ça pourrait être un signal fort vis-à-vis des entrepreneurs et de faire vraiment des efforts. Et nous sommes prêts à faire, les entreprises vont faire cet effort-là parce que c'est extrêmement important de préparer les jeunes qui vont perdre leur emploi. Et il y aura des emplois qui vont disparaître, mais je suis convaincu aussi, et les études le démontrent, qu'il y aura encore davantage d'emplois créés. Donc je n'ai pas peur de cette transition, mais c'est une transition qui va vite. Et il faut dès à présent agir. Et donc le gouvernement suivant doit vraiment mener une autre politique de formation que celle qu'on a connue ces dernières années. Alors on va en rester là pour ce thème de la formation et on va poursuivre le débat sur le deuxième thème de l'émission, tout aussi important pour les entreprises. Vous allez voir, il s'agit de la numérisation et de la recherche et développement. La Belgique figure dans le peloton de tête européen avec plus de 3% du PIB investi chaque année. Objectif, rejoindre la première place avant 2030 et on va voir comment on peut y parvenir. Pour ce faire, on accueille François Lepau. Bonjour François. Bonjour. Alors vous êtes le CEO d'une société qui s'appelle Safran Aero Boosters. C'est une société qui est implantée dans la région liégeoise et qui est très spécialisée. Elle fabrique des éléments pour les moteurs aéronautiques. Exactement, donc on fait partie du groupe Safran. Le groupe Safran, c'est un groupe de la taille d'Airbus, 80 000 personnes, qui a 12 sociétés. On est une de ces 12 sociétés situées en Belgique, en région liégeoise. 1500 personnes en région liégeoise. Un tiers de l'actionnariat de notre société, Safran Aero Booster, appartient au pouvoir public wallon et belge, ce qui veut dire qu'on fait des bénéfices, un tiers retourne vers les pouvoirs publics. Et nous réalisons la partie avant du moteur, donc ce qui est juste derrière l'hélice, quand on voit l'avion de face, c'est nous qui le réalisons. Et vous allez encore engager une centaine de personnes avant 2025 parce que vous avez une nouvelle usine qui est en construction à Marchin. Et là, le but aussi, c'était de ramener la production ici en Belgique. Exactement. Donc on est en train de créer une société, on est en train de la construire pour l'instant, elle sera opérationnelle fin 2024 et on réinternalise de la production en Belgique qui est réalisée actuellement en Chine ou en Israël ou au Canada ou en France, de façon à maîtriser notre supply chain et aussi à reprendre le contrôle complet de notre produit, y compris dans la technologie de production où une partie des clés du succès sont présentes.
Et donc, grâce à ces technologies, nous pouvons exister dans un grand groupe international qui a comme politique de continuer à donner des produits en Belgique grâce à l'aide de la recherche que nous avons ici dans notre pays et qui permet de stabiliser notre activité à long terme. Et grâce à ça, nous sommes quelque part les anti-Caterpillar. Caterpillar, c'est une société de 6000 personnes qui a fermé, parce que c'est une ligne de production de produits conçus aux États-Unis et qui s'est terminée puisqu'elle est en compétition avec d'autres pays. Nous avons nos brevets, nos technologies, notre maîtrise du produit, notre stratégie long terme grâce à la politique favorable de la Belgique et de la Wallonie qui soutient la recherche dans un grand groupe international. Mais justement, il y a des incitants fiscaux et notamment il y a la dispense partielle du versement du précompte professionnel. Est-ce que ça, c'est suffisant ou tous les incitants fiscaux que vous pouvez avoir? Les incitants fiscaux dont la dispense partielle du précompte professionnel, l'aide régionale amènent la Belgique et la Wallonie à un niveau international d'aide compétitif. Le souci est d'avoir une stabilité par rapport à ça. Un grand groupe international ne donne pas une partie du moteur d'avion, qui est quelque chose d'hautement stratégique, à un pays à l'étranger vu de la France, s'il n'y a pas une stabilité par rapport à ces aides. Ils ont jugé que les aides étaient favorables et étaient complémentaires aux aides françaises, donc les produits sont arrivés en Belgique. Maintenant, une instabilité là-dessus remettrait en question ces choix. Et c'est pareil pour toutes les autres technologies qui ont été transférées en Belgique ces dernières années. Peter Timmermans, l'objectif d'intensité en matière de R&D, il était fixé à 3%. Alors on a atteint en 2021 3,43% du produit intérieur brut. On est deuxième au classement européen, quand même on peut se réjouir. Mais du côté de la FEB, on dit c'est bien, bravo, mais on peut mieux faire et on doit mieux faire. Parce qu'il faut être ambitieux. Et la seule chose dont on dispose, c'est le cerveau, nos jeunes et nos travailleurs. Et donc, oui, c'est vrai, il y a 10 ans, nous étions la moyenne de la zone euro. Aujourd'hui, on est numéro 2 et nous voulons être numéro 1. Et c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que je pense que ce que M. Lepoix a dit, les dispenses pour les chercheurs, la politique fiscale vis-à-vis de la R&D est extrêmement important. Donc j'étais un peu vexé quand j'ai entendu ces derniers mois des idées, oui, il faut peut-être diminuer le soutien aux recherches et développement, etc. Non, pour une fois qu'on est aux têtes, qu'on est au sommet de liste, qu'on est parmi le top 3 au niveau européen, il faut vraiment, vraiment faire encore plus pour que nos entreprises puissent évoluer dans ce sens. Mais c'est surtout qu'en fait, on se rend compte que c'est un effort qui doit rester permanent. On ne peut pas, quand on parle de stratégie entrepreneuriale, donner un peu et puis revenir dessus. C'est ça. Le deuxième élément, c'est une certaine stabilité. On a un bon outil ou un brochette d'outils pour soutenir le R&D. Gardons ça. Et développons ça davantage là où c'est possible. Je sais que les marges budgétaires sont limitées, mais c'est important parce que les emplois créés dans ce secteur-là, dans ce type d'entreprise, sont aussi des emplois très bien rémunérés. Ça veut dire que c'est une bonne chose pour la sécurité sociale, pour le financement de la sécurité sociale et pour le budget. Donc c'est un investissement dans l'avenir de notre société. Maxime Prévost, dans votre programme, il y a une partie qui est consacrée à ce que vous appelez la réforme pour une fiscalité plus juste. Est-ce que justement, ces incitants fiscaux, la continuité de ce qui a été entrepris en matière de recherche et développement, ça y trouve une place ? Bien sûr, et une place de choix. Le mot a été dit par les deux interlocuteurs, stabilité. On n'est déjà pas les champions de la stabilité politique. Mais si en plus on rajoute une couche de difficulté avec l'absence de stabilité juridique, ça, c'est vraiment problématique. Et donc, oui, plus que jamais, et tout le monde le sait, c'est presque une loi universelle, pour pouvoir développer un territoire, il faut investir dans la recherche et le développement. Ça, c'est quelque chose qui est tellement évident qu'on se demande encore comment des partis, et singulièrement des partis de gauche, continuent à caresser l'idée qu'il faut être moins généreux, qu'il faut diminuer les outils en place, alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire pour pouvoir effectivement rester compétitif. C'est aussi donner des signaux alors qui ne vont pas à contre-courant.
Et moi, je dénonce la décision qui a été prise par ce gouvernement Vivaldi en matière de droits d'auteur, par exemple, qui fragilise le secteur IT. Le ministre a tenté, puisqu'il devait faire l'équilibre entre les revendications de chacun, et notamment les coups de butoir que le MR a feint de donner, alors qu'il avait validé la réforme, de faire croire que la réforme des droits d'auteur n'allait être pas impactante pour le secteur IT. On remarque aujourd'hui, demander aux patrons qui sont concernés par le secteur, c'est une fumisterie. On a maintenant des entreprises qui envisagent alors d'aller mettre leur siège aux Pays-Bas. À cause du statut juridique, justement. Bien entendu. Or, quand on investit, et ça a été dit, il faut de la perspective. Il faut savoir que tous les 18 mois, la donne ne va pas changer, sinon ça crée de l'insécurité, ce qui est défavorable pour les investissements. Et donc cette réforme des droits d'auteur auquel ce gouvernement a souscrit, les libéraux également, elle est aujourd'hui un très mauvais signal pour le développement, la recherche et le secteur IT en particulier. Donc vous, ce que vous voulez, c'est un statut juridique européen, en fait, pour toutes ces sociétés-là. Peter Timmermans, réaction? Oui, je voudrais réagir sur le fait perspective. Pour moi, le mot perspective, c'est crucial. Perspective, sécurité. Je vais vous donner l'exemple du secteur du pharma. Il y a 10 ans, le gouvernement, la politique en ensemble a dit fait une priorité. C'est une priorité. Et on a vu les résultats. On était les inventeurs, pour le dire, il faut être fier de ça, du vaccin contre le Covid. Et on a créé de l'emploi. Ce sont des emplois bien rémunérés. Et ça nous donne une place sur le marché international. Sur le marché international. Donc, développons notre recherche et développement et présentons notre recherche et développement comme un produit d'exportation. Et on en revient à ce que vous avez évoqué dès le départ et que j'ai souhaité souligner d'entrée de jeu, l'enjeu d'avoir une vision de long terme. De long terme. Tant qu'on continue de réfléchir 5 ans par 5 ans, en sachant que les gouvernements changeant régulièrement, quand il y en a un qui arrive, il s'évertue à essayer de démonter ce que l'autre avait fait, on fait souvent du surplace. Je pense qu'il faut de la sécurité, de la stabilité et de la prospective pour pouvoir sécuriser le contexte de développement de nos entreprises. Elles ne demandent qu'à créer de l'emploi, elles demandent qu'à avoir des gens bien formés, ou elles sont prêtes à les former. Mais il faut aussi alors un cadre qui ne va pas être changeant au gré du vent. François Lepou, je vous vois... Oui, je voulais juste remettre quelques dates. Pour l'aéronautique, on va décarboner l'aéronautique. Il va arriver des avions décarbonés en 2035, on va remplacer toute la flotte mondiale. Donc si on veut avoir la part du lion en Belgique, de l'activité industrielle correspondant au remplacement de la flotte mondiale, il nous faut de la recherche maintenant, parce qu'en 2035, celui qui est plus léger, qui consomme moins de carburant et qui est moins cher, rafle tout le business. Si on abandonne maintenant, tout est transféré automatiquement dans d'autres pays où ce n'est pas abandonné. On a les moyens pour l'instant d'y arriver. Oui, techniquement... On a de l'avance pour l'instant. Nous avons de l'avance sur nos produits et sur d'autres produits que nous revendiquons. Nous avons une centaine d'ingénieurs qui travaillent sur la décarbonation de l'aéronautique actuellement dans nos ateliers et qui vont nous donner les avantages pour pouvoir gagner la compétition. Et donc, si on arrête maintenant... tout est perdu. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent est perdu. Peter Timmermans, justement, il y a un autre domaine où on a un petit peu été à la traîne en Belgique, et ça peut-être à cause des législations, c'est celui de l'e-commerce. On voit qu'il a beaucoup progressé dans certains pays, un peu moins vite en Belgique qu'ailleurs qu'en Europe, en fait. C'est vrai, donc c'était à côté du secteur des pharma, on a ce qui est une réussite. On a vécu quand même un drame dans le secteur de l'e-commerce. On a raté le tournant. On a raté vraiment l'évolution qui est en train de se passer. Et quand vous voyez où se trouvent les entreprises de e-commerce tout au long de la frontière, mais de l'autre côté de la frontière. C'est une perte d'à peu près 1,5% du PIB. On a calculé l'impact de cela. Donc, on a perdu pendant 10 ans 1,5% de produit intérieur brut. On a perdu énormément d'emplois qui s'est installé de l'autre côté de la frontière. Et donc, oui, là, il faut qu'il y ait vraiment une politique aussi. C'est pas encore trop tard. Mais ça devient grand temps. Et donc, pour les prochains gouvernements, j'aimerais aussi qu'on mise là-dessus. Et ça veut dire que c'est un aspect de coût, c'est un aspect surtout de flexibilité. Quand vous savez que la nuit commence chez nous à 20h le soir et dans les autres pays à 24h, donc à minuit, c'est quand même difficile. Ça fait une marge de 4 heures qui est décisive. C'est quand même une marge de 4 heures important. Et donc voilà, c'est un domaine où il y a encore du potentiel, mais il faut
vouloir exploiter ce potentiel. Maxime Prévost, j'entends que vous avez un discours quand même qui va beaucoup vers les entreprises. Personnellement, j'ai l'impression beaucoup plus qu'avant, si je peux me permettre, oui. Que par le passé. Pour autant, prendre des mesures comme celle-là, quand on dit allonger le temps de travail, etc., mais ça, c'est se prendre de plein fouet les syndicats, des grèves, etc. Est-ce que vous oseriez faire ce genre de demande ? D'abord, j'assume que les engagés, effectivement, ont réviser leur approche, leur doctrine, pour pouvoir aussi, à un moment donné, être plus au diapason des réalités du moment et pas se cramponner dans des certitudes. Et donc, le soutien au monde entrepreneurial, à ceux qui créent et qui prennent l'initiative, c'est clairement un des piliers, effectivement, que je revendique. 2, on va devoir faire preuve de courage. On va devoir arrêter à un moment donné de penser qu'on obtiendra des résultats différents en faisant de toute manière toujours les mêmes politiques. Et donc, le courage, il va nécessiter quoi ? Mais de prendre un autre chemin que celui de la droite qui se cramponne à la défense de ses privilèges et celui de la gauche qui reste cramponné à la défense de ses acquis. Et donc on doit faire preuve, nous aussi dans le monde politique, de la même agilité que celle qui est demandée de la part du monde des entreprises. Et sur les enjeux du marché du travail, sur les enjeux de la digitalisation, qui n'a d'ailleurs pas été correctement prise en compte dans notre fiscalité, ouais, mais justement, ça c'est aussi un élément qui va devoir être intégré, c'est essentiel. Sur les enjeux effectivement du développement de l'intelligence artificielle, du monde numérique globalement, on le sait, les pouvoirs publics seront toujours à la traîne, parce que le temps de la réalisation des cadres normatifs, de l'adoption des lois est toujours plus long que celui de l'évolution technologique. Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas aussi anticiper, au lieu de toujours réagir, est-ce qu'on ne peut pas aussi anticiper ? En tout cas, on doit réguler, mais on ne doit pas freiner une série de développements. Le numérique, c'est comme un tsunami. Il s'impose à nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Par contre, la noblesse de la politique, c'est de mettre des balises, en protection des données, par exemple, pour éviter une série d'abus. Donc, réguler, mais ne pas, parce qu'on a peur, et que souvent, quand on ne connaît pas quelque chose, le réflexe le plus humain, c'est de le rejeter. Ou d'attendre. Or, ce qu'on ne doit pas faire, c'est être attentiste ou dans le rejet, parce que les autres pays autour de nous, ils prennent de l'avance. Et donc, soyons effectivement ambitieux, courageux, et certainement pas peureux. Permettez-moi de vous donner 2 exemples. Un bon exemple, vous connaissez tous It's Me. Oui. C'est un outil formidable. Et actuellement, il y a une concurrence organisée par le gouvernement face à cette société. Ce que je voudrais justement dire, c'est un outil développé par le secteur privé. Tout le monde est content, donc embrassons-le. Autre exemple, le développement du 5G et 6G à l'avenir, où il y a un blocage total depuis des années. La capitale de l'Europe, Bruxelles, à peine peut faire appel à 5G. On parle déjà maintenant au 6G. Et donc, je voudrais vraiment que dans l'accord de gouvernement prochain, qu'on dise, voilà, c'est notre ambition qui est partout en Belgique, le 6G, pour d'ici 2030. Et donc, le secteur privé va vous aider de nouveau. Et je voudrais éviter qu'il y ait des programmes de partis, des programmes de gouvernement qui vont à l'encontre de cette évolution. Parce qu'on ne peut pas arrêter la digitalisation et l'évolution de la digitalisation. Et on en a besoin, pas que d'ailleurs pour le secteur des entreprises, pour le secteur médical aussi, pour les soins, pour les hôpitaux, pour l'éducation. Je vous interromps 2 secondes, mais François Lepau, ça, c'est des choses qui sont incontournables pour vos entreprises. Quand vous comparez la situation ici en Belgique à la situation dans d'autres pays où c'est déjà le cas, comment vous justifiez, vous, le fait qu'ici, il y ait un retard par rapport à ça ? Dans le domaine de l'aéronautique, la 5G et la 6G ne sont pas clés. Ce sont des outils qu'on utilise un peu comme toutes les autres sociétés, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Par rapport à l'intelligence artificielle, par contre c'est très important. Les outils vont nous donner un avantage compétitif, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans nos ateliers est mesuré, analysé, on récolte des millions de données et on ne sait rien en faire si on n'utilise pas l'intelligence artificielle de façon à améliorer notre produit, améliorer notre façon de produire et continuer à produire en Belgique dans nos ateliers de façon compétitive. On a besoin de ça et on est en train de l'appliquer dans nos ateliers et on n'est pas en retard. François Lepau, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Et puis on va poursuivre cette discussion et en abordant cette fois le 3e thème de l'émission. Il s'agit des conditions de concurrence équitables. Pour
planter le décor, nous allons recevoir Olivier Joris. Il est Executive Manager au Centre de compétences Europe et internationale de la FEB. Bonsoir Olivier Joris, merci d'être avec nous. Alors, l'essentiel du PIB de la Belgique provient des exportations. C'est dire l'importance du cadre législatif favorable pour le commerce international. Mais malgré les directives européennes, eh bien, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Alors Olivier Joris, quels sont les obstacles auxquels sont confrontées nos entreprises à l'étranger ? Eh bien, les obstacles sont nombreux, Vanessa. Mais tout d'abord, il est important de souligner que notre commerce extérieur, que ce soit en Europe ou à travers le monde, est le moteur de notre croissance et de notre prospérité. Nos entreprises sont étroitement intégrées dans les chaînes de valeur globalisées et elles dépendent donc fortement du commerce international. À titre d'exemple, en 2022, 94% du PIB de la Belgique découlait des exportations. Mais malgré cela, les entrepreneurs actifs à l'international se heurtent à de nombreux obstacles et je voudrais rapidement en mentionner 3. Premièrement, nos entreprises actives dans le marché intérieur européen sont souvent soumises à des obligations plus strictes en Belgique que chez nos voisins. En effet, il arrive que nos autorités transposent les directives européennes soit trop tard, ou pire, de manière incorrecte. Ensuite, il arrive que les diverses autorités de notre pays ne parviennent pas à s'accorder sur une position belge claire à défendre au niveau européen. Et enfin, nos entreprises éprouvent toujours des difficultés à accéder aux nouveaux marchés en croissance en dehors de l'Union européenne. Et c'est pourtant un point crucial puisque 85% de la croissance mondiale s'effectuera en dehors de l'Union européenne d'ici à 2030. Alors, sur base de ces constats, la FEB attend de nos autorités, premièrement, qu'elles garantissent à nos entreprises des conditions de concurrence équitables. Pour cela, elles doivent transposer les directives européennes plus rapidement et en s'en tenant aux obligations contenues dans celles-ci, c'est-à-dire en n'allant pas plus loin en droit belge que ce que prévoit le cadre européen. De plus, nos autorités doivent se garder de prendre des initiatives unilatérales qui iraient à l'encontre de la politique européenne. Deuxièmement, nous attendons aussi de nos autorités qu'elles définissent une position belge claire à défendre au plan européen. Et enfin, troisièmement, la Belgique doit soutenir une politique commerciale européenne forte et équilibrée. Et ceci implique notamment en Belgique une ratification plus rapide des accords de libre-échange par nos divers parlements compétents. C'est une question à la fois de crédibilité face à nos partenaires, mais aussi de sécurité juridique pour nos entreprises. Merci Olivier Joris d'avoir posé le décor pour nous. Alors Peter Timmermans, je voudrais revenir sur une des choses qu'Olivier Joris vient de dire. La transposition des directives européennes en Belgique, elle pose problème parce qu'elle prend du temps, parfois beaucoup trop de temps. On a des exemples encore récents, mais surtout en quoi est-ce que ça pénalise finalement nos entreprises ? Mais, tout d'abord, ça prend un temps fou pour arriver à un accord au niveau européen. Mais une fois qu'on est arrivé à cet accord, et nos entreprises attendent qu'on respecte en Belgique ce qui a été convenu au niveau européen, parce que ça crée une certaine sécurité juridique. C'est important de ne pas avoir des soucis par rapport à ses concurrents dans d'autres pays. Et donc c'est la raison pour laquelle nous disons très clairement, quand il y a une directive, il faut le transposer le plus vite possible, mais correctement. Et on a un peu l'habitude en Belgique de dire, voilà, il y a une directive européenne, mais nous pouvons quand même aller un peu plus loin. Non, parce que ça déforce nos entreprises et notre situation en termes de compétitivité, en termes de sécurité juridique, en termes de soucis ou des règles à respecter. Ils disent, respectons ce qui a été convenu au niveau européen. Oui, d'autant que c'est parfois dans une région on dit blanc, dans l'autre région on dit blanc cassé. Et finalement, quelqu'un qui est présent dans plusieurs régions du pays, déjà là, les règles elles sont différentes. Ça, c'est le deuxième aspect. D'abord, respectons les directives européennes, mais puis ensuite, puisque nous avons 3 régions, parfois il y a quand même des différences au sein des régions. Ok, c'est une compétence où ça relève, enfin c'est lié à la répartition des compétences dans notre pays, mais il faut bien savoir que, par exemple, 40% de l'emploi dans le secteur privé se situe dans des entreprises présente dans au moins 2 régions. Maxime Prévost, alors chez vous, en fait, on vient un peu chercher les solutions, on va voir ce que vous allez nous proposer, mais j'ai vu dans votre programme, vous dites notamment il faut une meilleure coordination, alors ça c'est pas nouveau, entre les différents niveaux de pouvoir. Est-ce que aligner par exemple les agendas, fait que dans chaque région on décide en même temps de transposer la directive, ça fait partie de ce que vous appelez la meilleure coordination? C'est en tout cas l'idéal, et moi je
préconise très clairement de laisser évidemment un certain délai aux différentes entités de ce pays en fonction de la manière dont les compétences sont aujourd'hui réparties, le soin de pouvoir procéder aux adaptations de la législation contenue de ces directives. Mais si à partir d'un certain délai, il n'y a rien qui a abouti, moi, je suis assez favorable à ce qu'il y ait une primauté alors du fédéral pour pouvoir favoriser ces transpositions. C'est peut-être à contre-courant de cette volonté de tout régionaliser, de cette volonté de mettre sur le même niveau les entités régionales et le fédéral, mais à un moment donné, on ne peut plus, dans la transposition des directives, être, comme c'est le cas aujourd'hui, le 26e élève sur 27 de la classe européenne. On a tellement de retard dans ces transpositions, ce qui crée évidemment des difficultés par rapport aux autres pays et donc aux concurrences. Et puis il faut se rendre compte que parfois il y a des choses un peu compliquées. Quand il s'agit de transférer dans notre système de droit la directive par exemple sur le haut débit, on a eu une querelle de compétences entre la région bruxelloise et le fédéral. Quand il s'est agi, par exemple, de transposer la directive avec cette volonté européenne de prolonger pour 10 ans encore le glyphosate, on se rend compte que c'est contraire aux législations flamandes et wallonnes qui l'interdisent pour les particuliers. Et donc, il faut parfois se contorsionner par rapport à nos réalités territoriales et mettre en œuvre ces directives européennes. Mais on ne peut plus, en tout cas, laisser à chaque fois filer le temps. Moi, je suis surpris du nombre de directives qui arrivent des années plus tard en transposition belge, avec toute l'insécurité, et on y revient, juridique alors qui entoure cela. Et on peut vouloir être vertueux, singulièrement dans une série d'enjeux comme le combat climatique, mais on ne doit pas être vertueur. Et donc en arriver finalement à tellement vouloir placer des conditions additionnelles que ça fragilise nos propres entreprises. Vous dites dans votre programme, Maxime Prévost, que vous voulez faire de la Commission européenne un véritable gouvernement européen. Pourtant, quand on arrive comme ça dans des discussions européennes, on ne donne pas forcément la meilleure image de notre pays et de ses entreprises ou de ses secteurs, même agricoles, de façon générale. Ce que la Belgique fait le plus régulièrement dans les différents conseils ministériels au niveau européen, c'est s'abstenir. Pourquoi ? Et je le regrette, parce qu'il n'a pas été possible d'avoir une vue uniforme entre les différents niveaux de pouvoir, et donc à défaut d'accord entre tous ceux-ci, on s'abstient. Donc conclusion, la Belgique, elle ne pèse plus beaucoup sur la scène européenne dans l'orientation des décisions stratégiques, puisque à force de s'abstenir, elle n'est pas une balance pour ou contre une mesure forte. Donc moi je pense à nouveau que nous devons être en capacité de respecter évidemment l'État fédéral tel qu'il fonctionne aujourd'hui, d'être dans cette démarche où chacun a la capacité, à la lumière des réalités de son territoire, de défendre une position, mais dans certains cadres stratégiques, je pense qu'il faut pouvoir aussi réhabiliter une primauté de la parole. Regardez rien que sur le dossier climatique, on n'a pas été capable de rendre un plan auprès de l'Europe parce qu'il n'y a pas été capable d'avoir une unité. Je veux vraiment témoigner de ça. Au sein de Business Europe, c'est la coupole européenne, donc c'est la FEB au niveau européen. Souvent, mes collègues me disent « Oui, mais enfin, la Belgique va s'abstenir, donc on va plus tenir compte de votre avis. » Et c'est ça qu'il faut éviter. Sévère, et donc, je suis vraiment d'accord qu'on doit trouver une solution pour qu'il y ait finalement quand même une décision. Mais justement, c'est quoi la proposition de la FEB ? La proposition, c'est qu'au sein du comité de concertation, il y a maintenant, quand quelqu'un dit non, on s'abstient. Il faut prévoir un mécanisme, et je ne suis pas institutionnaliste, donc je n'ai pas de proposition concrète à faire, mais qui est quand même un mécanisme que, in fine, est-ce que c'est l'État fédéral, mais que, in fine, quelqu'un de la Belgique puisse s'exprimer avec une position claire et forte au sein de la table européenne. Parce qu'il faut bien savoir, ce qui va se passer dans les années à venir au niveau européen sera extrêmement important. Et la Belgique était un pays fondateur. À l'époque, on nous écoutait parce que nous étions pays fondateur. Aujourd'hui, on vous écoute quand vous avez une position claire, forte et bien fondée. Et donc, la Belgique doit y travailler d'urgence. Mais comment on fait, Maxime Prévost, si on ne veut pas passer par une réforme de l'État pour avoir ce genre de mécanismes qui se mettent en place ? Mais moi, la réforme de l'État, elle ne me fait pas peur. On a tendance à considérer que tous les partis francophones regardent la perspective d'une réforme de l'État avec crainte, comme un lapin devant les phares d'une auto. Non, tout dépend quelle réforme de l'État. Si c'est pour avoir une capacité de réellement évaluer les politiques publiques,
ce qu'on n'a pas du tout tendance à réaliser en Belgique. On n'a pas cette culture de l'évaluation de la politique publique. Comme si plusieurs années après la mise en œuvre d'une politique, reconnaître qu'elle n'a pas atteint nécessairement tous les objectifs était un désaveu ou une honte. Non, moi je pense que ça fait partie intrinsèquement des actes nobles pour réorienter le tir quand c'est nécessaire. 2, si c'est pour une réforme de l'État où on pense réellement à l'efficacité de la politique publique, je suis preneur. Il faut bien reconnaître que les réformes de l'État antérieures ont surtout été un compromis de revendications partisanes, de partis politiques, plus que la recherche d'une efficacité et d'une efficience de l'action publique. Si ça, c'est l'objectif d'une future réforme de l'État, et je pense que ce sera tôt ou tard indispensable parce qu'il y a trop de gaspillage d'argent public aujourd'hui et on ne se pourra plus se permettre quoi que ce soit de cette nature au vu des tensions budgétaires que nous allons connaître, alors ça ne me fait pas peur. Si c'est une 7e réforme de l'État pour davantage dépecer l'État, ça n'a pas d'intérêt. J'ai participé quand j'étais ministre à des réunions du comité de concertation. Oui. J'en ai rarement vu l'utilité ou le résultat. Ce qui m'intéresse, et si on veut atteindre des résultats, il faut ouvrir un débat un peu tabou, surtout pour les plus fervents régionalistes, flamands comme francophones, c'est celui de reconnaître que dans certains cas de figure, dans certains dossiers, sur les questions de climat, sur les questions de santé, sur les questions de compétitivité, il faut peut-être réinstaurer une hiérarchie des normes entre le fédéral et les autres niveaux de pouvoir, sinon on va juste à chaque fois s'abstenir et constater des blocages. Nous sommes un tout petit pays, ça veut dire que l'exportation est très importante, tout ce qui nous entoure, notre façon de nous comporter au niveau européen est extrêmement important. Et donc, une culture de collaboration pour éviter qu'il faut s'abstenir au niveau européen. Parce que je suis convaincu que l'Europe va dicter ce qu'il faut faire dans les 5 ans à venir. Et donc, je voudrais que la Belgique soit autour de la table avec une position claire, avec des positions claires, parce qu'alors vous pouvez influencer le résultat. En tout cas, merci à tous les deux pour ce débat, pour cet échange de points de vue. Merci aussi à vous qui nous avez regardés depuis la maison. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt sur Canal Z.